Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation et pour l'opportunité qui nous est offerte de faire retour sur une question qui nous a occupés depuis maintenant plus de 2 décennies, mais qui au fond occupe nos vies en général. Et donc je vais aussi répondre aux questions. J'ai été très disciplinée. Je me suis dit que voilà, il valait mieux que j'écrive parce que je risquais de faire des digressions interminables si je parlais directement. Et puis ça me permettra aussi d'ajouter quelque chose ici et là. Donc sur la question de comment j'en suis venue à travailler sur la racialisation, alors je commence par préciser qu'avant de la penser, la racialisation m'a affectée personnellement, ce qui m'a conduite à en avoir la conscience, avant d'avoir les mots pour le dire, sans pour autant avoir les concepts pour penser ce que j'observais dans mon entourage et dans ma vie. Intellectuellement, la racialisation s'est imposée à moi lorsque j'ai étendu le domaine de recherche que j'avais initié dans ma thèse avec la déconstruction du stéréotype de la beurette. Si celle-ci relevait de la sexualisation, avec comme toile de fond des notions telles que l'orientalisme dans un contexte postcolonial, que je ne discernais pas encore et n'utilisais pas centralement dans l'écriture de ma thèse, c'est l'étude de la figure du garçon arabe, entreprise par la suite, qui a exigé l'articulation entre sexualisation et racialisation sur la même toile de fond. Et c'est plus encore la façon dont les questions d'islam et de musulmanes en France qui a appelé une lecture, pour certains contre-intuitive en termes de racialisation, me conduisant à considérer la montée de l'islamophobie comme une forme de racialisation qui ne dit pas son nom. Je m'explique, si être arabe, c'est risquer d'être racialisé en référence à la colonisation et à l'orientalisme, renvoyer donc à des traits et des caractères immuables et privés de certains droits à raison de ces formes d'altérité naturalisées et disqualifiées. Être musulmane relève aussi de la racialisation, si ce n'est plus, car cette appartenance religieuse, naguère cantonnée dans les colonies ou dans un lointain exotique, a dès lors qu'elle s'est exprimée comme le propre de Français et de Françaises, souvent descendants de colonisés, était réduite à une nature, une essence, comme s'il fallait confondre ce qu'en pensent et en disent ses fidèles, et ce qu'on peut comprendre et appréhender d'une religion en général et de celle-ci en particulier. La racialisation est dès lors devenue une grille de lecture que j'ai eu à mobiliser sans toujours la nommer dans tous mes travaux. Alors moi j'appartiens à une génération encore plus ancienne que celle de Magali. Bon, il n'y a pas de concours, à l'ancienneté, je vous rassure, je ne cherche pas à gagner. Donc oui, j'ai fait ma thèse aussi à la fin du siècle dernier, mais j'étais déjà avancée en âge. Oui, du coup je perds le fil de ce que j'allais dire. C'est exactement ce que je voulais éviter. Donc, alors moi j'avais commencé très prudemment dans ma thèse à développer une réflexion sur l'ethnicité dont on a déjà discuté ce matin et ses expressions, sans toujours convaincre d'ailleurs, parce que ce terme-là était quand même pas très admis, mais on pourra revenir sur sa généalogie. Pourquoi est-ce qu'il était admis dans certains milieux en France alors que race ne l'était absolument pas à la même époque? Voilà, c'était un peu mon cheval de Troie d'une certaine manière, et puis j'ai progressivement avancé une analyse en termes de race et de racialisation pour finalement supprimer les guillemets qui l'encadraient, fonctionnant comme un rappel à l'ordre, comme une mise sous condition de possibilité de penser la race et de la mentionner. La racialisation étant la modalité par laquelle la race se matérialise, se traduit, elle reste un terme étroitement attaché pour être décrite et comprise à celui de race. Le fait qu'après des siècles d'usage du seul terme race, il apparaisse utile de développer celui de racialisation, de racisation, avec toute la constellation sémantique que l'on connaît aujourd'hui, montre ce qui reste encore à démontrer d'une certaine manière, que le terme race ne suffit plus, non pas seulement en raison de ce qu'il a permis de justifier, et aujourd'hui d'analyser, on comprend bien comment est-ce qu'il y a une historicité à prendre en compte, mais aussi en raison de sa fixité, parfois, qui, pour autant, toute cette nouvelle constellation prouve la vivacité, la vitalité de la pensée sur les phénomènes liés à la race. En somme, le moment où j'approche ces questions et la façon dont je le fais appartient à, d'une certaine manière, la préhistoire de ce que nous vivons aujourd'hui, sans péjoration de ma part, de ce qui se discute et se débat maintenant, car sans doute ce moment était nécessaire, mais pas suffisant, et je m'en félicite, parce que du coup c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, donc, de travailler sur ces questions-là? Je répète la question, on est vous avez vu, on est très scolaire, en fait.
Mais c'est une façon de se rassurer, puisqu'on touche à des objets qui sont abjects, hein, donc il faut bien réussir à mettre la bonne distance, comme dirait l'autre. Ça participe d'une transgression nécessaire que de travailler sur ces questions-là. En avoir fait l'économie pendant des décennies, pour de mauvaises raisons, parce que ce serait un mot honteux, l'appréciation erronée des usages du terme race, à la limite de la frayeur, voire de l'effroi. J'ai vu ça parfois dans les yeux de personnes avec qui je parlais de ça, de cette chose, comme si le prononcer allait faire ressurgir les démons et les thèses qui en ont soutenu la prééminence et ses conséquences tragiques, a fourvoyé et fait perdre beaucoup de temps. L'éclipse forcée du terme de race et ses mécanismes de racialisation en dit plus long sur celles et ceux qui l'ont imposé que sur celles et ceux qui y ont mis fin. Travailler sur ces questions aujourd'hui revient à reprendre le fil d'une réflexion qui a été interrompue afin de documenter, éclairer la persistance de la race comme arme massive de hiérarchisation, déshumanisation et oppression, et sa profonde efficacité, la plus ordinaire comme la plus extraordinaire. Sa résonance dans les réseaux sociaux, par exemple, et dans la sphère publique n'est pas le moindre des défis qu'il faut relever aujourd'hui. Parce que je ne suis pas toujours la plus aguerrie pour le faire, j'avoue, même si j'ai apporté des fragments de ce qu'il faut regarder en face en France de ce point de vue-là. Mais un énorme travail reste à faire. Je pense donc avoir à apprendre et approfondir pour continuer à rendre intelligible et à concevoir des voies de démantèlement de la race et des modes de racialisation par lesquels elle persiste. Ça, c'est ma seconde d'humilité. Quelles conséquences ont les controverses sur votre travail et votre position institutionnelle? Alors, qui dit transgression, dit interdit et offense, forcément, de quiconque s'entête à se sentir offensé à force de ne pas voir la race et son mode opératoire dans la société française. Bon, là, je laisse aux offensés leur sentiment d'offense. Je ne peux rien pour elles et pour eux. Les controverses que l'usage de ce champ conceptuel a suscité n'étaient pas inévitables. Elles étaient évitables, autrement dit. Il aurait pu en aller autrement, si la politique de l'amnésie et de l'amnistie coloniale, par exemple, n'avait pas été aussi implacable, nous maintenant dans un présent colonial. À cet égard, j'ai été destinataire d'impérieuses leçons de choses, impérieuses, implacables, sur le mode white man splaining, voire white woman splaining, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément, qu'il me fallait recevoir avec discipline et docilité. Donc j'ai souvent eu un air imperturbable. Que pouvais-je faire? On l'aura compris, les conséquences de mobiliser ces études sont politiques et idéologiques au lieu de se mesurer en termes d'avancées scientifiques et de contribution au savoir transdisciplinaire. Tout cela participe plus de l'anathème, de l'intimidation et de la punition. J'en ai eu ma part, même si ce fut rarement dit frontalement ou exercé sous forme de représailles, par exemple, suite à ce que j'aurais pu écrire ou dire. Quoique, je ne peux pas vraiment mesurer exactement les conséquences directes sur ma carrière des études que j'ai faites, des pétitions que j'ai initiées ou signées, des positions que j'ai prises sur le fait, par exemple, que je n'ai jamais été nommée en sociologie, en section 19, pour ceux qui connaîtraient le langage indigène. La discipline à laquelle j'ai été formée dès ma première année à l'université est une des deux pour lesquelles je suis qualifiée, avec toutes les conséquences institutionnelles qui en découlent jusqu'à aujourd'hui. On aura beau jeu alors de me dire que je suis un peu parano, voire beaucoup parano, et que je surinterprète des situations qui sont le fruit au mieux du hasard, au pire de malentendus, si l'on considère la position que j'occupe aujourd'hui. Après tout, je suis fille d'indigène, professeure des universités. Voilà, c'est un oxymore. Donc ça devrait m'édifier normalement, ça devrait suffire à ma satisfaction quotidienne. Mais avec quel différement, avec quels empêchements, quels renoncements, quelles intimidations et quelle reddition a-t-il fallu que j'en arrive là? Si je m'en tenais à ces objections, ce serait donc la faute à pas de chance, là, ou d'autres ont eu de la chance, même si elles frayent avec ce vocabulaire. N'ayant pas eu accès, pour de bonnes raisons ou pas, aux délibérations, évaluations, sanctions qui m'ont concernée et ont pesé sur mon parcours,
Je ne peux pas établir les conditions des empêchements qui m'ont été opposés. Mais le climat et les réticences, voire le dégoût, sont bien là. Je les ai vus lorsque j'ai eu le privilège de participer à des instances où des décisions doivent être prises pour distribuer les positions et les ressources. Il n'en demeure pas moins que tout le monde n'est pas égal quant aux conséquences des recherches qui, elles, mènent sur ces questions, lorsqu'elles passent des étapes importantes de sa vie. Il n'y a pas en la matière de toutes choses égales par ailleurs. C'est d'ailleurs un des enseignements cruels des études sur la race. Ça fout tout en l'air du bon ordonnancement des études statistiques, on en discutait tout à l'heure, surtout dans un ordre établi qui continue de résister à inclure une variable qui mesure quelque chose de cet ordre, de son ordre. Heureusement que certaines persistent et s'entêtent. La race vient se loger là comme ailleurs. Aucune raison que le monde universitaire et de la recherche soit épargné parce qu'il ne parvient pas encore suffisamment à étudier calmement, moins encore à objectiver dans ses fonctionnements. Il y a même un phénomène paradoxal qui mérite d'être souligné. Ce qui peut valoir d'être remise à sa place de façon cinglante pour l'une, disons au hasard moi, vaudra à une autre ou à un autre d'être valorisé, voire célébré, disons au hasard une personne blanche, plus encore si elle est bien née, à la sauce du début du XXIe siècle, nous sommes dans un nouveau régime, je parlais de l'ancien, logé à la bonne enseigne et donc bien entouré. Quitte à devoir mettre les mains dans le cambouis de ces questions-là, autant que ça continue à profiter aux mêmes qui ont déjà accès à des avantages indus. Autant que la fête continue pour les mêmes. Sans doute est-ce dès lors parce que le monde universitaire n'a pas fait ce travail sur lui-même qu'il reste vulnérable ou perméable aux manifestations de la race en son sein, aux pratiques de racialisation, aux inégalités de traitement, au déni, aux discriminations. Il ne s'est pas équipé pour les déceler et les contrecarrer en son sein, même s'il en a fait, contraint, forcé, son objet d'étude, un de ses objets d'étude. Mais le veut-il seulement s'équiper, Si rien ne se passe à cet égard dans les années qui viennent, si l'aveuglement aux couleurs, au racisme, aux positions situées sur le mode de ce qu'il se passe jusqu'à présent perdure, les jeunes générations de chercheuses et chercheurs continueront de dépendre de la protection de responsables en place, à la bonne place, bref, de l'arbitraire de la bonne volonté de nous, professionnels, tout à fait respectable au demeurant, je ne conteste pas cet aspect-là. Mais heureusement pour elles et eux, ces nouvelles générations n'attendent pas ces changements pour avancer leur jeu et faire entendre leur voix dissonante. Elles ont le courage d'y aller là où ma génération a craint de le faire, aux grandes dames d'essayistes dépassés par les événements. Je pense à un livre qui vient de sortir, mais je ne le citerai pas, pour ne pas lui faire de publicité, qui tente d'ériger en religion toxique des prises de conscience qui pourraient bien avoir raison de leur confort intellectuel et institutionnel, quoiqu'en général, ils attendent l'éméritat pour écrire leur brûlot. Quel regard portez-vous sur les évolutions récentes sur ces questions ? Très optimiste du côté des générations, très optimiste du côté des jeunes générations, même si parfois la fougue peut être mauvaise conseillère, modérément pessimiste du côté de mes collègues, dans lesquels je m'inclus, pourvu que le renouvellement des générations se fasse vite. Donc je m'inclus là aussi, l'âge aidant. Encore beaucoup de faux semblants, de lip service sur le mode « j'assure le service minimum de l'étude de la race », de l'usage des bons mots, intersectionnalité, care, blanchité, racialisation, pourvu que je ne sois pas tenue d'en tirer les conséquences dans mes actes. Évaluation des projets de thèse, rédaction de profils de poste, attribution d'une allocation de recherche, etc. Les pouvoirs dont nous disposons sont considérables, mal distribués, mais bien réels. Nous avons donc la faculté de faire beaucoup de mal autour de nous, mais aussi de bien, espérons-le, si nous n'y prenons pas garde à des jeunes chercheurs qui aspirent à explorer des domaines où on s'avance encore avec une lampe frontale parfois. Oui, c'est le genre
Mais pendant ce temps, les masters sur ces questions sont soutenus. Reste à savoir s'ils obtiennent la note qui leur permettra de prétendre à un parcours doctoral. Les projets de thèse sur ces questions surgissent. Reste à savoir comment ils sont lus et accueillis ensuite dans les commissions ad hoc. Et je pourrais multiplier les exemples. Quels sont les principaux enjeux et défis que nous devons relever ? Alors, s'organiser, il me semble, en société savante à renommée. Société savante, ça a vécu. Collectif de savoir situé, enfin que sais-je, j'ai pas forcément d'idée précise. En collectif pour peser et produire des outils de formation, de transmission des savoirs, sous forme de livres, de podcasts, de revues. Il y a des revues qui se constituent, je pense notamment à Marronage, qui commence à fonctionner grâce à Abdelali Ajat, mais pas que. D'actes de colloques et de recherche. Donc, on va dire les outils classiques, d'une certaine manière, dont nous disposons, c'est les nôtres. Sans chercher à contrecarrer de calamiteux rassemblements réactionnaires tenus en Sorbonne. Ne perdons pas notre énergie à ça. Il est possible d'imaginer des cercles de discussion qui sauront faire place à ceux qui fâchent et ceux qui suscitent le malaise. Parfois à juste titre et pour cause. Il s'agit rien moins que de renverser l'ordre établi de la race, tel qu'elle continue d'être distillée et instillée en France. Or, pas besoin d'être médecin pour savoir que même à faible dose, des substances peuvent être mortelles. La race en est un parfait exemple. C'est un principe actif, d'autant plus actif que rien ne vient contrecarrer sa diffusion lente ou violente. C'est ce que permet l'aveuglement qui a prévalu jusqu'alors parmi les chercheurs et plus encore parmi les décideurs et les politiques. C'est pourquoi il est urgent d'en apprendre plus sur ces modes de diffusion, d'action, d'imposition, pour répondre aux détracteurs de ces études, certes, mais surtout pour constituer un corpus de savoirs qui serviront tous azimuts, bien au-delà des enceintes académiques. Rendre poreux les murs entre recherche et engagement, c'est ce que l'étude de la race exige typiquement. Difficile de faire l'économie d'un retour sur soi, d'un examen de ses motivations, quand on touche à ces questions. Très bien. Alors, c'est un exercice genré. Je ne vais pas répondre aux questions. Je suis beaucoup moins discipliné, beaucoup moins rédigé que vous, donc je vais devoir assumer. On a invité à faire un travail d'archéologie pour commencer. Et moi, dans mon archéologie, je ne suis pas allé aux États-Unis. Il y a une histoire française de la race, en fait. Et moi, j'ai rencontré l'histoire française de la race, de l'antisémitisme, de la colonisation, et surtout de l'histoire des idées, du racisme, qui était très présent au moment où moi, j'ai commencé à faire mon travail académique. Et c'est en partant de là, et en étant intéressé par... non pas américaine, une sociologie britannique marxiste de la race, que je me suis intéressé à l'objet. Et que j'ai cru naïvement qu'il était possible de concilier ou de réveiller une sociologie marxiste française pas très intéressée sur ces objets à cette dimension qui, pour moi, rendait compte de l'état de la société que j'observais. Donc, je n'ai pas utilisé le terme de race du tout. Dans mes travaux initiaux, donc un peu comme Nassira, j'ai travaillé sur l'ethnicité, pas par souci d'éviter, enfin oui, par le souci d'éviter le terme de race, mais parce qu'aussi c'était pas l'objet qui paraissait central dans ce que j'essayais d'observer, puisque je m'inscrivais dans les travaux autour des relations interethniques, donc ethniques dans interethniques, hein, et c'était ça qui faisait sens dans ce que je travaillais. Par contre, même l'utilisation du terme ethnicité était extrêmement polémique, de façon aussi chargée, peut-être, à sa manière, de ce que recouvre aujourd'hui le terme de race. Ou en tout cas, c'était indicible, hein, la race, de façon très explicite. Mais ce que j'ai découvert très tôt, et je me suis discipliné à faire ça, et je vais revenir sur les jeunes générations, parce que je pense que c'est important, j'ai appris à éviter d'utiliser des concepts d'une façon qui faisait écran aux propos que j'allais avoir. C'est-à-dire, l'enjeu n'était pas d'imposer les concepts contre la réception qu'on en faisait, parce qu'on passait beaucoup de temps à se justifier, et on n'arrivait même plus à parler de ce qu'on était en train d'observer.
Donc on passait 3 heures à devoir justifier pourquoi on allait dire ethnicité, plutôt que d'essayer de rendre compte des relations, justement, hiérarchisation, des formes de mise à l'écart, les formes d'accès à la société qui étaient en train de se jouer dans les débats sur l'intégration, sur la nationalité, sur tout ce qui était les enjeux de la fin des années 80, début des années 90. Et j'ai pensé que d'un point de vue pédagogique, je n'allais pas perdre mon temps à devoir à chaque fois me faire mettre en question, parce que dans un séminaire, quand on parlait, on était en permanence contesté, appelé à se justifier autour d'emplois de concepts qui, à mon sens, étaient relativement balisés. En tout cas, il y avait une littérature dessus, peut-être pas en France, mais elle existait. Elle n'avait pas besoin d'aller aux États-Unis pour la lire, en l'occurrence, elle était publiée. Donc moi, je l'avais lue. Je n'avais pas été aux États-Unis, mais j'avais lu quand même la littérature. Et mes collègues, non. En tout cas, visiblement pas. Et ils n'avaient pas envie d'en parler. Progressivement, les choses ont changé. Donc c'est ça, c'est la dimension de l'archéologie. J'ai constaté que progressivement, c'était possible de dire noir. On disait black, après ça on a dit noir. Par contre, c'était plus compliqué de dire blanc. Alors ça, j'ai découvert ça, c'est qu'au moment où on commençait à dire blanc, les premières réactions, c'était « mais qu'est-ce qu'un blanc ?» Alors juste ici, on disait noir, personne ne savait. Tout le monde savait qu'est-ce qu'était un noir. On n'utilisait pas le terme, mais on savait de quoi il s'agissait. Par contre, blanc, personne ne savait. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait plus de réactions quand on a commencé à utiliser le terme de blanc, plus élevé qu'au moment de noir. Alors aujourd'hui, avec les choses changent très vite. Je constate que dans la presse, on dit blanc sans aucun problème aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, les mobilités et l'accoutumance à certains types de vocabulaire a été très très vite ces dernières années, et il y a des raisons à ça. Alors, deuxième chose, je voulais dire que travailler dans une sociologie compréhensive, il y a des débats autour des catégories qu'on va mobiliser et ainsi de suite, mais ça allait encore. Produire de la statistique et travailler en statistique, ce qui est devenu mon fonds de commerce assez rapidement, j'ai rencontré un autre contexte beaucoup plus violent, beaucoup plus dur, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que la statistique est un lieu particulier, on l'a évoqué avec Jean-Luc tout à l'heure, qui rigidifie et visibilise de façon beaucoup plus forte les catégorisations que ne le font les travaux de sociologie compréhensive. Finalement, on reconnaît aux chercheurs et à la chercheure l'autonomie de création de ces outils d'observation. On peut les contester, mais la portée reste limitée au travail qu'il ou elle a produit. Dans la statistique, il y a déjà une dimension de généralisation, de standardisation qui dépasse l'objet qu'on est en train de construire. Évidemment, on passe très rapidement de la statistique de recherche, c'est-à-dire la quantification de ce qu'on essaye d'observer, à une statistique officielle qui a pour vertu d'encapsuler, de produire une mise en ordre du monde social et de définir les termes des politiques publiques. Et donc, cette porosité, cette homologie en quelque sorte entre la statistique quantitative de recherche et celle qui est produite par l'État ou les instances d'État rend compliquée la formulation de catégories qui, même limitées dans le temps et dans l'espace, donnent l'impression de devoir s'installer dans les consciences collectives. Et je pense que ça, c'est aussi un problème très français, qu'il n'y a pas de différence, compte tenu de la pauvreté de la sociologie quantitative française, il faut le dire, qu'on identifie immédiatement la statistique comme un appareil d'État. Pas comme un outil de connaissance, pas comme un outil de regard sur le monde social, mais comme un outil de production d'identité collective. Et alors là, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui, moi, j'ai naïvement cru qu'en travaillant en épistémologie des statistiques, je reprenais des outils à la Desrosières et ainsi de suite, et que j'allais convaincre mes collègues. Enfin voilà, on est quand même payé pour comprendre et réfléchir et analyser avec des outils méthodologiques. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Il y avait un saut qualitatif que quand on fait de la statistique, on n'est plus dans l'univers de la réflexion, de la production intellectuelle. On est dans une autre dimension, on est dans la dimension de la normativité. On perd sa compétence de sciences sociales, on rentre dans un autre univers. Et là, je dois dire que je l'ai cru naïvement, et moi je vais parler d'une blessure, je trouve ça blessant.
Je trouve ça blessant que quand on parle d'outils de production de statistiques, les mêmes auteurs, les mêmes collègues qui, eux, réfléchissent sur d'autres objets, sur le chômage, sur les classes sociales avec ces outils-là, quand on l'applique à la race, ils ne voient pas que c'est la même chose. Ils ne comprennent pas que c'est la même chose. Ils vous dénient, ils vous retirent le bénéfice de ce travail de déconstruction et d'analyse. Et donc si on peut produire un travail de déconstruction et d'analyse des catégories sociales, des catégories de genre, des autres catégories, sur la race, on peut le faire sur les États-Unis. Alors oui, ça, on peut, en long, en large et en travers, dénoncer un ordre racial américain avec ses outils d'opérationnalité statistique. Ça, c'est possible à faire. Déconstruire la color blindness à la française avec les mêmes termes en disant l'absence de statistique raciale est une normativité qui est le produit d'un ensemble de constructions sociales et de références politiques qui a pour mission de construire un ordre, ça, c'est pas entendable. C'est pas entendable parce que ça signifierait qu'il faudrait revenir sur cet ordre-là. Et moi, c'est là où, dans mon expérience personnelle, j'ai été étonné. Je m'attendais à être, honnêtement, intéresser mes collègues en disant « Ah oui, tiens, il y a quelque chose d'intéressant là ». Pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé comme étant un champ d'affrontement et donc de controverse systématique autour de la légitimité de poser ces questions, à défaut d'en proposer des solutions. Et donc, la conséquence sur mes propres travaux, puisqu'on j'ai quand même suivi un peu c'est qu'en fait, on est renvoyé très rapidement, non pas à une position de chercheur en sciences sociales qui déconstruit pour comprendre les mécanismes du monde social, mais comme dans une position de normativité, de proposition et d'imposition d'un type de catégorisation. Et, comme Magali l'a rappelé, on est amené à prendre position. Étudier la question de la race et du racisme en formulant des propositions et en utilisant des outils méthodologiques qui sont des catégories de description du monde social pour l'analyser, ça a été pris comme étant prendre position pour imposer ces catégories au reste des chercheurs, voire à l'appareil administratif et ainsi de suite. Il n'y avait pas d'espace. Et donc j'étais obligé de me prononcer sur le fait que je voulais produire des statistiques ethniques. Et comme j'ai toujours refusé de le faire, on a toujours trouvé que j'avais un espèce de double jeu. J'étais le Tariq Ramadan de cette espèce de truc, la taquilla. Il a un agenda caché, il est en train d'essayer de produire des statistiques raciales, mais il ne veut pas le dire. C'est quand même très gênant. C'est très perturbant. C'est très perturbant quand on essaie de dire, mais non, moi j'essaie de comprendre et j'essaie de voir les apories de nos analyses. Et j'ai même un droit d'inventaire sur ce que mes chers collègues n'ont pas vu dans les années 80 et les années 90. J'ai grandi dans les années 80, j'ai vu la société française là, je lisais la sociologie française qui parle des années 80, je me dis, j'ai pas vu la même société. J'ai pas grandi dans le même milieu social, c'est pas possible. Je veux dire, les banlieues, j'y ai été, j'ai grandi là-bas. Moi, les banlieues blanches où il n'y a pas de race, c'était pas ce que j'ai vu. Et je comprenais pas que les comptes rendus sociologiques de mon expérience sociale ne parlaient pas de ce que j'avais eu. Je me dis pas, ils parlaient pas de moi, si, ils parlaient de moi d'ailleurs pour le coup. Ils parlaient très bien de moi, mais ils parlaient pas du monde social que j'avais vu. Et je trouve que j'ai un droit d'inventaire, et on a tous un droit d'inventaire, et toutes, pour revenir sur cette production de la sociologie française des années 80, colorblind, qui est passée à côté, il me semble, à défaut de savoir si elle a produit quelque chose, elle a produit plein de choses passionnantes, mais elle est passée à côté d'une dynamique de transformation de la société, de telle sorte qu'il y a une espèce d'effet de stupeur dans les années 90. Mon Dieu, mais enfin, on est très divers. Bah oui, ça fait un petit moment quand même. Mais, et du coup, on se tape, alors je ne veux pas dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais les théories du grand remplacement ont d'autant plus de force pour s'imposer aujourd'hui qu'on a masqué de façon continue ce qui était la transformation profonde de la société française à cause d'une volonté délibérée et peut-être défendable de produire la transformation sociale par un choix délibéré de la façon de le présenter. C'est-à-dire, éluder la question raciale, c'était une façon de promouvoir une autre lecture et donc d'engager un type de société à laquelle on croyait. Et peut-être qu'il y a on peut en défendre cette idée-là, mais elle pose un problème, en particulier quand elle a échoué. Peut-être d'une certaine façon, on n'en veut qu'aux perdants, quoi. Quand on a perdu, ça ne marche pas. Et donc là, il y a quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup préoccupé. Alors, est-ce que ces controverses ont quelque chose de positif? Sans doute, d'ailleurs on en sort en partie, mais pas vraiment.
moi, j'ai beaucoup pensé à essayer de comprendre pourquoi il y a cette récurrence des controverses sur les statistiques ethniques, en tout cas celle qui me préoccupe, hein, mais qui recoupe assez bien celle qu'on peut avoir sur les questions de racialisation, même si c'est sur un objet assez plus circonscrit. Pourquoi, dans les controverses scientifiques, normalement, les controverses scientifiques ont pour objet de mettre en présence des thèses différentes, dans des enjeux, dans des arènes scientifiques avec des arguments, et souvent, elles trouvent une résolution parce que on va finir, à force de présenter les arguments, par emporter par la conviction, par les preuves, les évidences, les éléments d'objectivation, qu'une des positions a raison. Bon, je sais pas, sur le climat, on finit par quand même considérer qu'effectivement, probablement, l'activité humaine a un rapport avec le réchauffement climatique. Bon. Là, il y a des résolutions des controverses scientifiques et plein d'objets qu'on pourrait prendre comme ça. Il y en a d'autres qui ne se résolvent pas, particulièrement quand ça touche des questions de société, et en particulier des questions sociales. Et celle-là, si elle ne se résout pas, moi je pense que fonctionnellement, c'est parce que c'est sa seule existence qui vaut le coup. C'est-à-dire son intérêt de la controverse, c'est pas de trouver une solution à la controverse, c'est qu'elle existe en tant que telle. C'est-à-dire que la controverse a une fonction qui est de pouvoir parler des sujets eux-mêmes, celui du racisme, des discriminations, la race, sans avoir à trancher quoi que ce soit et en se posant toujours la question « Ah ouais, mais comment on pourrait faire finalement ?» Et à chaque fois, on va revenir dessus parce que c'est la manière de ne pas faire quelque chose tout en parlant. Donc cette controverse n'aura pas de résolution. Donc si on me demande si je suis optimiste, je ne suis pas optimiste. Je pense qu'à cause de sa fonction, elle n'aura pas de résolution parce qu'elle ne cherche pas à trouver les moyens de produire de la connaissance ou de produire de l'action publique. Elle cherche les moyens d'exister pour ne pas produire d'action publique. Et éventuellement peut-être produire la connaissance, mais ça c'est une autre question. Alors, les autres conséquences qui ont déjà été rappelées par Nassira, quand même, il y a un effet de disqualification. C'est un objet qui, même s'il tend aujourd'hui à devenir plus recevable, il est débattu, donc c'est quand même un progrès énorme, mais il continue à produire une disqualification. Et contrairement à ce qu'on pense, même s'il y a une montée en puissance d'un certain nombre de travaux sur les questions de racialisation, de racisme et de discrimination, on n'a pas du tout la masse critique et la reconnaissance dans les champs des sciences sociales suffisante pour pouvoir résister à toute une forme de mise à l'écart ou de difficulté d'accéder aux ressources que sont les postes, que sont les financements, que sont... Alors, bon, moi je dis d'une position avantageuse, parce que de fait, dans ma position institutionnelle et dans les objets sur lesquels je travaille, j'ai des financements. Donc ce serait la contre-indication complète, mais je ne suis pas complètement ignorant au point de savoir que c'est des formes relativement privilégiées qui n'ont pas nécessairement atteint l'ensemble des sources de financement sur toutes les places et les laboratoires de sciences sociales en France et au niveau international. Donc, moi, je pense que cette montée en charge des travaux sur la question de la racialisation, qui est réelle, quand on a fait des estimations sur les publications dans le cadre du projet Global Rights, on a vu quand même que c'était la portion extrêmement congrue des publications qui évoquent et qui portent directement sur ces questions de racialisation. Et donc, il faut relativiser la question de l'hégémonie de la thématique. Hein. Enfin, je veux dire, bon, je sais que pour certains, c'est vraiment très hégémonique, mais dans la réalité de l'équilibre des forces, on en est très loin. Donc, il y a une omniprésence et une montée dans les débats politiques et sociaux, ça c'est vrai, et c'est là où peut-être une autre forme de pessimisme ou d'inquiétude que je pourrais avoir, c'est qu'il va y avoir une banalisation de son utilisation dans les discours publics, sous des formes variées, et qui va se payer en fait par la perte, probablement, peut-être, des efforts de construction qui ont été évoqués par Sarah Mazouz ce matin, c'est-à-dire l'obligation de devoir mieux définir ces objets quand on travaille sur la race, sur la racialisation, parce que précisément, on rencontre un tel scepticisme, voire une certaine forme d'opposition, qu'il faut en rajouter dans la justification de l'objet et la façon dont on le construit. Ça a quand même des avantages qui est que, en fait, finalement, on devient un peu plus précis, quoi.
fait un effort. Et donc si ça se banalise, on va être un peu moins précis, et il risque de se produire ce qui est dénoncé déjà aujourd'hui à l'égard de ces travaux sur la race et qui me semble injuste sur ce qu'ils produisent, qui est une forme de culturalisation, en fait. Une forme de racisation, d'utilisation extensive, un peu inappropriée, peut-être trop large, de ces concepts de racialisation, peut-être une façon de comprendre aussi la question de la race sous les formes les plus triviales de la culture, et puis on va rentrer dans les mécaniques d'assignation et ainsi de suite. Donc cette tension qu'il y a entre le fait de pouvoir construire un objet avec les exigences que ça comporte, ou au contraire sa réception de façon extrêmement large, et donc une forme de supermarché de la question de la race, qui n'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible que demain, ça soit quelque chose de tellement diffusé qu'on va dire tout et n'importe quoi derrière cette question de la race. Ça peut être aussi un des obstacles ou un des développements, donc une forme de légitimation, donc là peut-être ça serait plus confortable, mais avec une forme de trivialisation en fait de l'approche sur les questions de race et de racisme. Voilà, et donc je conclus en disant que ces espèces de mécanismes incorporés que j'ai développés tout au cours de ma carrière pour essayer d'éviter toutes les formes de remise à l'ordre qu'on rencontre régulièrement dans ces activités, je me rends compte qu'en fait les jeunes générations ne l'ont pas, et je trouve ça très bien. Ça m'étonne même à quel point le vocabulaire a changé, à quel point il y a une forme de simplicité, peut-être d'une certaine façon, à s'orienter sur des thématiques que moi je considérais comme minées. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, et donc c'est plutôt d'un point de vue réflexif, je pense, pour les gens qui travaillent depuis longtemps sur le domaine, d'essayer de comprendre et de voir qu'est-ce qu'ils ont eux-mêmes domestiqué dans leur façon de regarder les objets, et qu'est-ce qu'il va falloir sortir du placard pour pouvoir avancer aussi, parce que je pense qu'on est capable, enfin moi en tout cas, moi je suis très, très intimement persuadé que je suis capable de coincer sur un certain nombre de sujets, quoi. Je n'arriverai pas à avoir un regard neuf sur ces sujets-là, et je pense que c'est très bien qu'il y ait des nouvelles et nouveaux chercheurs qui vont venir pour remuer les objets que moi-même je n'ai pas réussi à construire. Merci, je propose qu'on commence tout de suite les questions parce qu'il est déjà 15h22. On va pouvoir déborder un peu après 15h30, mais pas beaucoup. Donc, Bonjour, je m'appelle Sarah Guélam, je travaille sur la représentation de personnages enfantins non blancs dans les albums illustrés. Et Nassira Ghanif Soulamas, j'espère l'avoir bien prononcé. Si tout va bien, je devrais être signée dans votre laboratoire incessamment sous peu. Donc je suis très heureuse. Et j'aimerais... oui, je suis chiante, ça va pas être une question, ça va être une remarque. Il a fallu attendre Nassira et un peu Evelia pour parler du fait de traiter de la race depuis quelle position. C'est-à-dire que vous deux, et désolée, vous êtes devant moi, quand vous parlez de qu'est-ce que ça veut dire parler de la race, vous parlez de l'objet. Vous parlez du fait que vis-à-vis de collègues, vous avez des objets qui sont plus marginaux. Ce n'est pas du tout la même expérience que ce que disait Nassira, qui disait qu'il y a des difficultés à avoir des postes, il y a des difficultés à même savoir quel est le retour qu'on a sur nos travaux depuis notre position. Ça a été une des séances de séminaire qu'on a eues sur les pratiques d'enquête des rapports sociaux sur la race, auxquelles j'ai eu le plaisir de participer, et on faisait à peu près le même discours que vous, de dire qu'au final, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui a été... On sait qu'on a eu des embûches, mais on ne sait pas. C'est-à-dire que tous, on s'est dit, OK, pourquoi on a eu ces notes-là? Pourquoi on a eu ces retours-là? Qu'est-ce qui vient de quoi? Et au final, c'est que vous dites on a une simplicité à travailler sur les questions de la race. Ça dépend pour qui. Parce que la jeune génération, elle a du mal. Moi, je vais m'inscrire en thèse et je vais le faire de façon non financée. Donc, vous disiez très justement que qui travaille sur les questions de race, je pense que ça peut être sur d'autres sujets. Il y a un collectif de chercheuses qui travaillent sur la littérature lesbienne et qui se sentaient marginales parce qu'elles travaillaient sur les questions lesbiennes et que du coup, elles avaient l'impression d'être mal regardées par leurs collègues.
Et elle disait ça, du coup, à une personne non blanche qui disait, mais en fait, moi, le poste, il n'est même pas envisageable. On n'a pas du tout les mêmes un, deux, trois, les mêmes préoccupations. Notre préoccupation, c'est pas comment on est regardé par les collègues, c'est comment arriver à mettre un pied dans la porte, parce que on sera même pas considéré comme, parce que de base, on n'aurait pas dû être là. Et du coup, c'est la deuxième fois que j'entends ce discours tenu par quelqu'un en poste. La première fois, c'était par une maître de conf qui a fini par m'avouer à demi-mot au téléphone après 1 heure peut-être d'échange que effectivement, même à sa position, d'une part, elle recevait des discours que vous disiez sur il faut passer 3 heures à désamorcer, et on reçoit quand même à la fin des discours alarmés et offensés par le sujet abordé, mais que pareillement, elle n'avait pas son HDR et qu'elle n'avait aucune idée de qu'est-ce que dans son parcours académique et dans ses positions personnelles avait conduit au fait que même au même CV, elle n'avait pas de poste. Donc je voulais vous remercier pour votre discours. Ça fait du bien de l'entendre pour la première fois dans un amphithéâtre. Oui, Serge Slama. Je voudrais réagir. Alors, c'est plus aussi une remarque qu'une question, mais vraiment, vos exposés étaient vraiment très, très intéressants et riches. La remarque, c'est sur le thème de la table ronde, c'est réception et controverse de ces théories, de ce concept. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a des manques sur la table ronde. Il manque un Stéphane Beau, un Gérard Noiriel, il manque des juristes. Et vous n'êtes pas sans savoir que, enfin, nous, alors il n'y a aucun problème que ça soit un concept sociologique, mais est-ce que c'est une notion juridique, la race? Et là, ça nous pose des difficultés. Donc évidemment, il faut pas, enfin, je suis pas pour spécialement effacer le terme race de la Constitution comme c'est projeté, mais en revanche, nous, on a vraiment d'énormes difficultés à s'approprier le concept de la notion de race en droit, parce que vous voyez bien les effets de naturalisation que ça produit et de nécessité d'avoir un référentiel et d'utilisation par le droit. Donc, et je trouve tout de même que c'est vraiment très bien de partager vos expériences de chercheurs là-dessus. Et vous avez été avant-gardiste sur ces questions-là, mais chez nous, ça reste problématique. Alors, je renvoie, enfin, je pense que vous les connaissez, aux travaux de Daniel Lochac, qui a tout de même écrit depuis longtemps là-dessus et qui montre toute l'ambiguïté du juriste quand on utilise ça et le risque aussi, le danger que représenterait cette appropriation par le droit. Et on le voit, alors je pense que Mathias Motschel en parlera aussi, mais il pourra parler aussi de ses difficultés de faire carrière en France par ses objets d'études aussi. Donc quand on est juriste, travailler sur ces sujets-là et utiliser ce type de démarche, c'est quasiment impossible. Regardez, on a parlé tout à l'heure de la revue d'Abdelhadi Hadjad. Quelqu'un comme Lionel Zevounou, par exemple, pour faire carrière en France, c'est pas hyper évident non plus, puisqu'il travaille sur ces thèmes-là. Donc tout ça pour vous dire que bon, j'ai l'impression qu'en sociologie, en sciences politiques, il y a des choses qui progressent, etc. Mais vous voyez bien aussi, du point de vue des juristes, c'est beaucoup plus compliqué. Bonjour. Alors, ma première question, c'est pour Magali Besson. J'ai essayé de suivre un petit peu ce que vous disiez. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, en philosophie, vous avez toute la latitude pour penser le concept de race, tant du point de vue épistémologique, social, politique, juridique, artistique ou autre. Enfin, voilà, dans toute sa largesse. Mais du coup, je me suis demandé pourquoi vous aviez choisi de penser la race et d'où vous parliez quand comment vous vous situez par rapport à ça. Donc là, je rejoins Sarah Gellam. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus. Ou est-ce que c'est juste, en fait, une pensée que vous construisez pour donner un cours en tant que professeur des universités? Et du coup, est-ce que là, c'est pas votre position qui vous donne ce privilège, cette position statutaire? Ou est-ce que c'est un privilège de la blanchité, mais peut-être que je me trompe, et là vous pouvez me reprendre aussi, que de pouvoir penser la race sans s'y inclure et sans pouvoir dire d'où on parle. Voilà. Et autre chose aussi, à la fin, parmi les enjeux que vous décriviez le défi de la déracialisation. Mais moi qui suis racisée et qui ose penser la race, du coup je me disais, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt déjà pour la déracialisation, puisqu'il me semble qu'on essaye, bien, avec beaucoup de difficultés, à mettre en place
la lumière sur la racialisation de tous nos rapports sociaux. Donc voilà, est-ce que c'est pas encore beaucoup trop tôt? J'avais une question pour Nasser Aghanif, je viendrai après. Mais Patrick Simon, vous disiez à un moment, les choses changent très vite, notamment par rapport au vocabulaire. Maintenant, on peut trouver blanc un peu partout. Et il y a des raisons à ça, mais vous n'avez pas dit les raisons. Donc du coup, je viens vous interroger sur quelles sont les raisons. Et est-ce que, parmi ces raisons, il n'y aurait pas une interaction entre le monde universitaire et le monde militant? Et moi, je regarde ça depuis maintenant quelques années. J'ai l'impression que le monde universitaire est très, très, très ingrat vis-à-vis du monde militant, qui est venu le pousser quand même pour venir penser ces questions-là. Je ne dis pas que ça n'existait pas dans le monde universitaire, mais on est venu quand même, je pense, pousser. Et je me demande pourquoi le monde académique est si réfractaire à s'acoquiner, à être camarade avec un monde militant qui, lui, ose penser en dehors peut-être justement des dogmes parfois académiques qui nous empêchent de penser dans toute notre largesse. Et enfin, du coup, Nasser Aghanif, après cette grande expérience, est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui à un chercheur, une chercheuse racisée d'entrer dans le monde académique pour pouvoir penser justement dans toute la largesse, comme le décrivait Magali Besson, à savoir penser exactement comme on le souhaite et pas comme on nous le dicte? Et j'ai l'impression que la philosophie fait bien ça et que nous, moins. Mais c'est peut-être une impression. Merci pour vos remarques et vos questions. Je vais essayer d'en reprendre certaines. En fait, je ne suis pas vraiment étonnée que vous disiez qu'il y a peu de personnes qui parlent de leur expérience, qui explicitent et qui exposent les soubassements des conditions dans lesquelles des parcours universitaires ont pu exister ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi qui ont arrêté, hein, beaucoup. En fait, je le déplore. Je déplore que ce soit si difficile d'en parler et qu'en fait, il y a une forme d'intimation au silence. L'idée, c'est, bon, ok, ça a été chaotique, ça a été douloureux. Et je passe sur les détails que certains ou certaines parfois peuvent raconter, hein, sur tout ce qu'il faut parvenir à faire pour surmonter ces épreuves-là. Mais au fond, ce qu'il faut, c'est avoir l'élégance de ne jamais en parler. Et Dieu sait que l'élégance en France, c'est un principe cardinal. Donc, je pense que j'ai cessé d'être élégante, n'est-ce pas? Il va falloir que je m'en fasse une raison. En fait, ça me coûte rien. Enfin, si ça me coûte, clairement, ça a beaucoup coûté. D'ailleurs, je trouvais que c'était intéressant, cette notion de la gratuité. Parce qu'au fond, il y a une forme de gratuité à s'exercer intellectuellement, à penser. C'est ça l'idée. Hein. C'est qu'au fond, il y a une forme de gratuité. Et c'est ça, c'est la beauté du geste et de l'expérience. Sauf que sur ces questions-là, c'est pas gratuit. Hein. Clairement, là, il y a un coût à payer et le coût, il est parfois très élevé. Et c'est pour ça que je me disais, mais pourquoi, au fond, on ne pourrait pas partir de ce raisonnement-là, hein? Peut-être que je divague ou je digresse, là, vous m'arrêterez hein, si ça ne va pas. Au fond, ça serait ça la juste mesure de ce que nous produisons. C'est-à-dire qu'il y a un caractère de gratuité à ce que nous produisons. Et si ça n'est pas gratuit, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire s'il y a un coût à payer pour faire les recherches qu'on fait et les études qu'on fait, c'est qu'il y a un problème. Et on pourrait sans doute, finalement, opérer une forme de distribution par nuage. Hein. C'est-à-dire, à partir d'un point nodal, là, il y a un véritable espace idéal de pratique de la recherche. Alors, évidemment, c'est un horizon inatteignable, mais il y en a qui en sont très, 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 très éloignés et qui jamais ne pourront tendanciellement s'en rapprocher. Et c'est là où il y a un problème. Enfin, je veux dire, là, on voit bien en quoi est-ce que le monde académique n'est pas vierge de ce point de vue-là. Il est au cœur des problèmes. C'est à nous de réguler tout ça, c'est à nous d'organiser. C'est pour ça que je parlais de s'organiser, quoi, au sens où même Hannah Arendt en parlait à un moment donné, hein, c'est-à-dire en termes politiques. S'organiser pour que ça ne soit plus possible, pour qu'il n'y ait pas des personnes qui finissent par être complètement éjectées, hein, soit évincées,
quand elles arrivent plus ou moins à se maintenir dans cet espace-là, soient littéralement éjectées par des effets comme ça de dynamique d'éviction radicale. Et je pense que là-dessus, nous avons un enjeu de réflexion très important qui aujourd'hui n'est pas du tout engagé, quoi. Je veux dire, on se vit comme un monde vierge, comme un monde qui serait à l'écart de tout ça, qui serait innocent. D'ailleurs, à cet égard, du coup, je vais lire un extrait de... Alors, j'avais pensé mettre quelque chose là-dedans, mais finalement, je vous le montre. White Innocence de Gloria Baker. Et c'est en vous écoutant parler que je me suis souvenue de... Elle utilise dans un des chapitres très importants, qui porte sur le milieu académique et des policy makers, The House That Race Built. Alors, je suis désolée, je ne peux pas vous le traduire en anglais simultanément. Je ne suis pas assez bonne pour ça, même si je pourrais aussi avouer mes liaisons dangereuses avec le monde anglophone et américain notamment. Mais bon, ce n'est pas le sujet, n'est-ce pas ? Donc, je vous cite Toni Morrison, qui est en exergue de ce chapitre dans le roman Home. I never lived, nor have any of us, in a world in which race did not matter. Such a world free of racial hierarchy is usually imagined or described as dreamscape, Edenesque, utopian, so remote that possibilities of its achievement. So remote are the possibilities of its achievement, excusez-moi. How to be both free and situated. How to convert a racist house into a race-specific yet non-racist home. How to enunciate race while depriving it of its lethal cling. Je crois que c'est exactement le défi auquel nous sommes confrontés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut embrasser la race. Je me souviens de collègues anthropologues qui me disaient, mais en fait, notamment en France, on n'embrasse pas la question de la race. On la tient à distance. Comme si, au fond, il s'agissait de quelque chose de démoniaque dont il fallait se protéger. Or, si on ne l'embrasse pas, on peut rien en dire. Et c'est effectivement la question d'être situé qui nous anime tous et toutes. Et je comprends très bien pourquoi est-ce que, du coup, la question du droit, dans la mesure où il dit la norme, enfin, le droit est censé agir et évoluer dans la sphère de la normativité, s'emparer de la question de la race, si ce n'est pas sur ce mode-là, comme celui que décrit Toni Morrison, par exemple, mais il y en a d'autres qui disent des choses extrêmement importantes sur ça, c'est impossible, en fait. Il y a quelque chose d'insurmontable dans le fait de s'en emparer. Et je crois que c'est d'ailleurs aussi ce qui se passe avec les statistiques. C'est qu'en fait, elles se vivent à l'ombre de l'État. C'est-à-dire que c'est encore la normativité stato-nationale, la définition de l'État, de tout ça qui continue à peser sur cette construction. Voilà, enfin, j'espère avoir répondu à vos questions, mais c'est un peu ce que ça m'a inspiré en vrac. Oui. Sur la question de la position, moi je pense que je ne l'ai pas abordée, mais elle est centrale en fait. Il faut témoigner d'un inconfort. C'est évident que être un homme cis blanc travaillant sur les questions de discrimination et de racisme, ça produit quelque chose. Et donc c'est difficile à dépasser. Et donc en fait, on peut rien en faire de particulier, simplement le savoir, donc déjà le reconnaître, et après, une fois que c'est reconnu, ça fait partie du. En fait, bon, ça s'est pas joué là, mais souvent il y a des effets de composition. C'est-à-dire que c'est assez absurde, mais quand il y en a un, ça va. C'est-à-dire un homme blanc qui travaille sur le racisme, ça va. Plus, ça commence à devenir gênant. Quand il n'y a que des hommes blancs qui travaillent sur le racisme, ça devient un peu embêtant. Et c'est ça l'effet. Et donc, quand on est un des hommes blancs travaillant sur le racisme, fatalement, on fait partie de l'effet de composition. Mais on n'est pas complètement maître des autres qui sont autour de la table. Et ça fait partie des... Enfin bon, j'ai pas de solution à ce problème. C'est très clairement, de ce point de vue-là, et là c'est très Du Bois, on fait partie du problème. Ça c'est vrai. Donc c'est pas une très bonne réponse, mais voilà. Et sur la deuxième chose, pour préciser, quand j'ai dit simplicité à travailler sur la race, je voulais pas dire que matériellement c'était plus simple aujourd'hui de travailler sur la race pour les jeunes générations. Je veux dire, il y avait une simplicité du point de vue des outils intellectuels et conceptuels à le faire.
C'est-à-dire, on ne s'excuse pas quand on le fait, parce que ça fait partie de l'ordinaire, de l'expérience sociale qu'on a rencontrée, de ce dont on a envie de parler. Là où il me semble que dans ma génération, il y avait des préalables extrêmement lourds à dépasser pour pouvoir s'autoriser à le faire, ce qui n'était pas exactement pareil. Donc je pense que là, de ce point de vue-là, il y a une modification qui est compliquée quand on arrive dans le champ et qu'on ne sait pas à quoi ça ressemblait quand on y était auparavant. Et dernière chose, sur la question les raisons du changement de vocabulaire, je pense que justement, cette articulation entre monde militant et monde académique, les raisons du changement de vocabulaire, elles viennent précisément de l'émergence d'un champ militant qui s'est exprimé sur les questions de la race. Et c'est ça, quand même, la grande transformation du contexte français dans les 30 dernières années, c'est que les académiques ont eu un rôle relativement détestable, il me semble, ambigu, de porte-parole d'une cause dont ils n'étaient pas les porteurs. Ils étaient là pour rendre compte d'un état de la société, mais comme il n'y avait pas de mouvement militant, associatif, portant la cause de la question de la race et du racisme de façon aussi explicite, il y avait des associations antiracistes universalistes qui n'incarnaient pas, en fait, la situation de ceux qui vivaient la question de la discrimination, qui la dénonçaient du point de vue des institutions et de la société, mais pas du point de vue de ceux qui les vivaient. Il se trouve que ceux qui travaillaient sur les populations ou sur les mécanismes de racisme et de discrimination devenaient indirectement, et sans qu'ils aient vraiment cherché à le faire, devenaient des porte-parole en fait, de l'expérience. Ce qui n'était pas du tout, et ce qui est ni confortable, ni bien d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut surtout pas que ce soit le cas. Donc, ce qui a changé, c'est que cette prise de parole à la première personne dans les champs militants et dans celui du débat médiatique par des personnes racisées, évoquant et témoignant de leur expérience et voulant intervenir au nom de cette expérience dans la transformation de la société, ça, je pense que c'est vraiment une coordonnée qui a changé et qui explique aussi pourquoi le vocabulaire est rentré très rapidement dans le champ médiatique. C'est-à-dire, quand il était confiné dans des champs académiques et qu'il était controversé, il n'y avait pas cette porosité parce que ça devenait une espèce de truc un peu scabreux, sulfureux, compliqué. D'ailleurs, mais quand il a été repris et utilisé dans un champ militant, il a eu une audience immédiate. Et ça, c'est, à mon sens, il y a des gens qui travaillent dessus et c'est très intéressant de comprendre cette transformation. Que dans les années 20-30, il y avait une association pour la défense, je ne sais pas si ça s'appelle des nègres ou des noirs, en France, je parle, et aussi la NICA qui s'est constituée. Mais ce n'est pas dans la même perspective quand même que celle qu'aujourd'hui. Parce qu'il y avait, par exemple, la NICA, elle défendait pas que des juifs. Donc, c'est pas la même perspective. Et pas que des juifs, mais quand même, elle avait quand même